Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Kalita. Et nous allons recevoir dans cette émission aujourd'hui, comme chaque lundi, nous allons parler des innovations. Et aujourd'hui, c'est innovation dans le domaine médical que nous allons évoquer, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Benjamin Fedida. Bonjour. Puisque vous êtes chirurgien à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv, chirurgien orthopédique et traumatologue. Alors, on va parler bien entendu un peu de tout ça, mais comme à notre habitude dans cette émission, on va commencer par votre parcours. Alors, Benjamin, d'où venez-vous ? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour m'avoir invité. Tout petit peu plus proche du micro. C'est un grand honneur. D'où je viens d'Aix-en-Provence. Je suis né à Aix-en-Provence. Dans le sud de la France. Et j'ai fait mon alia il y a 9 mois. Ouais. 9 mois 9 mois. Waouh. 9 mois aujourd'hui. Plus jeune. J'ai 32 ans. Je suis diplômé de ma profession en France depuis 2 ans. Ouais. Donc chirurgien orthopédique, comment on décide de devenir un chirurgien orthopédique ? C'est-à-dire que lorsque tu étais petit garçon, tu voulais devenir chirurgien ? Non, alors vous me tendez la perche, je vais tirer un chapeau à ma maman qui, au sortir du lycée, m'a poussé vers la médecine. D'accord. Et je l'en remercie profondément. Donc du coup, au fil de votre cursus, après la faculté de médecine, vous choisissez une spécialité après le concours de l'internat. J'ai choisi la chirurgie générale et pendant le cursus de l'internat, vous choisissez la spécialité. Et j'ai choisi la chirurgie orthopédique et traumatologique. Peut-être qu'étant enfant, j'aimais bien jouer au mécano, c'est vrai. Et que donc il y a un rapport entre être mécanicien et... je pense qu'on fait la chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est la spécialité qui se rapproche le plus du jeu mécano. Bon, ça, c'est rassurant en tout cas. Alors, vous avez fait vos études donc à Aix-en-Provence ou à Marseille. La fac de médecine est à Marseille. Ensuite, combien d'années d'études quand même ? Alors, au total, c'est 14 ans. 14 ans 14 ans pour la chirurgie, 6 ans à Marseille, 5 ans dans le Nord à Amiens et 3 ans à Paris. Waouh. Voilà. C'est vraiment, il faut être persévérant donc, pour devenir chirurgien. Il faut être persévérant, mais beaucoup de travail. On est dans un espèce de cocon pendant les études de médecine. On est un peu à l'abri de certaines contraintes extérieures, etc. Ça dure longtemps. D'accord. Et on a la chance de faire des études et puis on s'accroche. Alors, vous avez votre diplôme en poche, donc chirurgien orthopédique et traumatologue, et vous décidez de partir en Israël. Alors, que se passe-t-il ? Vous avez toutes les possibilités de faire une brillante carrière en France et on part en Israël. Alors là, il faut une explication. Il faut une explication. Alors, ça remonte déjà probablement à mon parcours personnel. J'ai la particularité d'avoir fait ma Brit Mila à 19 ans. Ouais. Mon père n'est pas juif et j'ai pas fait la Brit Mila à la naissance. Donc tu n'as pas vécu, on va dire, on va se tutoyer, ça sera plus simple, dans une atmosphère familiale juive, pas très rattachée aux racines, on va dire ? Tu savais que tu étais juif par ta maman ? Voilà, c'est-à-dire que j'ai été éveillé vers la dizaine d'années à mon judaïsme à travers une visite annuelle à la synagogue pour Kippour. Ouais. Et au début, c'était ça vous travaille, vous demandez, vous posez des questions, etc. Et puis, devenu grand, entre guillemets, 17, 18 ans, à la faculté, vous rapprochez de personnes de la communauté, etc. Et puis, mine de rien, il y avait un désaccord intérieur qui a fait que j'ai voulu le régler. D'accord. Je me suis rapproché du consistoire de Marseille. J'ai fait ce qu'il faut avec le grand rabbin Krief à l'époque, puis le rabbin Ohana, puis je tire mon chapeau au docteur Ayash qui s'est occupé de moi pour me régulariser ma situation. Et ça a joué énormément. J'ai commencé par ça. Donc ça a été une étape très importante, on l'entend dans ta vie, de faire cette Brit Mila à l'âge de 19 ans. Et ensuite,
Alors, entre le fait de faire sa bar mitzvah, de se rapprocher, je suppose, aussi du judaïsme, et de venir en Israël, il y a quand même un fossé. Oui, alors il y a aussi, du coup, les 14 ans d'études au milieu qui font que vous évoluez, vous continuez à évoluer. À 25 ans, j'ai fait mon premier voyage en avion en Israël. C'était la première fois. Première fois que tu prenais l'avion ? Ouais, je suis venu ici. Ce jour-là, ça a été un jour à la fois heureux et malheureux parce que j'ai perdu ma grand-mère. Genre, à 10 minutes de prendre l'avion, il y a le rabbin d'Aix-en-Provence qui m'appelle en me disant « Il y a ta grand-mère qui vient de s'en aller ». J'ai eu maman au téléphone qui m'a dit « Pars quand même ». Je suis revenu 2 jours après pour l'enterrement. Et ça aussi, c'est un élément... Donc ces 2 jours ont été, je suppose, très intenses, puisque d'un côté, tu découvres Israël, c'est la première fois que tu arrives en Israël. À Jérusalem. Et la mort de ta grand-mère en même temps, je suppose que ça a été des moments très forts. Et donc, après cela, tu décides de revenir quand même en Israël pour faire un autre voyage ? Bien sûr, j'en ai fait un plus long, tourisme. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un fellowship dans notre parcours d'études de médecine. Donc, j'ai fait un stage d'1 mois à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv, dans le service de chirurgie orthopédique, où j'ai beaucoup apprécié. Je me suis rendu compte que on était en Israël, un pays qui a 70 ans, mais qui avait des moyens équivalents à ceux qu'on peut trouver en France, voire dans certains domaines meilleurs. Et donc, du coup, ça a joué aussi. Je me suis créé des contacts avec le service à Ichilov. Et puis, j'ai entretenu le lien. Et au final, je pense que assez vite, j'ai su que je voulais venir travailler ici. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en toi qui disait, bon, ma place est en Israël. On peut le dire comme ça. Alors, pourquoi ? Est-ce que je pense que j'aime bien le côté la vie qu'on a ici, où on vit jour après jour. Et où... Moins de stress, on dit que c'est un pays avec beaucoup de tensions, des tensions économiques. Je ne sais pas s'il y a moins de stress. On va dire plutôt que j'aime bien ce stress, en fait. Je me suis bâti peut-être en fonction... par ce stress-là, et je m'y retrouve bien au final. Alors, tu décides de venir en Israël, tu avais déjà des liens donc, avec l'hôpital Ichilov, donc l'hôpital de Tel Aviv. Et est-ce qu'avant de partir, tu avais déjà un accord ou une sorte de contrat déjà avec l'hôpital, ou c'est lorsque tu es arrivé que tout s'est fait ? Non. Sachant que j'avais ce projet, j'ai préparé les choses bien en amont, presque 2 ans à l'avance, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. C'est-à-dire transmettre les diplômes, prendre contact avec une avocate sur place pour faire des traductions notariées, beaucoup de documents, il faut le dire, qui ensuite partent au ministère de la Santé pour être accrédités. Et il y a aussi une commission qui s'est réunie avant mon arrivée, 6 mois avant. Ça s'appelle le Motza Madaït à Ramat Gan, qui est l'équivalent un peu de notre Conseil de l'Ordre en France, et qui, lui, est chargé d'attribuer les spécialités. C'est-à-dire que le ministère de Santé donne les licences d'exercice pour pratiquer la médecine. Et le Motza Madaït à Ramat Gan décide pour ce qu'il en est à propos de votre spécialité. Et donc, ils sont réunis, ils sont penchés sur mon dossier. Vous avez été validé de ce côté-là. Voilà, ils sont penchés sur mon dossier. Ils ont dit, j'ai 3 mois d'Istaklout à faire. Donc, 3 mois d'Istaklout, c'est 3 mois d'observation. Sans examen à la suite. Donc, un petit peu de chance de ce côté-là. C'est pas le cas de toutes les spécialités. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'avais bien préparé le terrain à l'avance. Alors, il y a quand même une question. Alors, c'est vrai, on voit qu'il y a beaucoup de papiers à faire. Mais il y a une question quand même qui est importante, c'est l'hébreu. Et alors, comment tu t'es débrouillé avec ça ? Je suis arrivé, je savais lire. Mais c'est l'instinct de survie. J'ai appris sur le tas. C'est appris sur le tas. Alors, je suis arrivé, j'ai eu 3 mois de latence. 3 mois de latence, pourquoi ? Parce que quand vous arrivez, il faut que tous vos documents, vos diplômes, etc., soient reliés à votre numéro de Théoudat Zéhout, le numéro de carte d'identité. D'accord. Et mine de rien, c'était long. Ça avait pris 3 mois. Donc, j'ai fait 3 mois d'Ulpan, à Neve Tzedek, à Tel Aviv. Et donc, du coup, j'ai travaillé un peu intensivement l'hébreu pendant cette période-là. Ensuite, j'ai commencé le travail.
à Echilov, mon Istaclout. Dans le service, ils m'ont dit ton Ulpan, tu vas le faire ici, tu vas parler hébreu toute la journée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Je tire mon chapeau à Erika, la secrétaire du service. Et aujourd'hui, ça va? Tu te débrouilles? Aujourd'hui, j'ai un hébreu spécialisé qui me facilite la vie, où je fais mes consultations tout seul depuis 2 mois. Super. Et entre 8h et midi, je vois 15 patients. Très bien, très beau parcours, Benjamin. Alors, à part ça, tu as eu une idée, puisque nous sommes dans l'émission Israël Demain, l'émission qui parle des innovations en Israël. Tu as eu une idée d'une start-up. Alors, comment d'abord ça est venu cette idée? Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui ne perd pas beaucoup de temps. Comment est venue l'idée de la start-up? Alors, déjà en France, tout ce qui concernait la santé numérique m'intéressait beaucoup. Parce que en tant que médecin, c'est un champ des possibles aujourd'hui. C'est quelque chose de l'avenir. Alors, en quelques mots, c'est quoi la santé numérique? La santé numérique, c'est très vaste aujourd'hui parce que ça s'est beaucoup développé. Ça va des objets connectés au monde des data, à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Donc, c'est déjà beaucoup de spécialités en fait. Il y a moyen de se spécialiser dans un de ces domaines. Donc, tu as une idée spéciale? Alors moi, encore une fois, je pensais à ça depuis quelques temps. Il y a quelques années, je pensais au concept d'une valise avec des objets connectés, un infirmier et une infirmière se baladeraient. Ça a été fait, ça demandait beaucoup de moyens. On y avait réfléchi avec un très bon ami à moi, Eli Krief. Ensuite, une autre idée qu'on avait eue avec un autre ami, Yoni Dahan, c'était un moteur de recherche spécialisé pour la santé et le but du jeu, c'était une sorte de Google médecine. Ouais, voilà. Bon, c'était un peu trop ambitieux, je pense. Et mine de rien, la réflexion a mûri. Et quand j'ai fait mon alia, il se trouve que j'ai les 3 premiers mois, les fameux 3 premiers mois, pour me mettre dans une ambiance un peu bibliothèque, j'ai loué un bureau je pense qu'on peut citer le nom, ça s'appelle Urban Place, donc c'est un open space pour travailler, etc. Il y a plusieurs startups. Et où il y a beaucoup de startups. Alors, j'étais un peu T'étais dans une ambiance. Ouais, j'étais dans une ambiance. Moi, je travaillais mon hébreu, il y avait des startups autour. Et je me suis rendu compte que des startups, au final, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est des gens qui ont des compétences et qui complémentaires et qui s'associent ensemble. Et du coup, ça m'a travaillé. Et puis j'ai rencontré sur place une start-up notamment qui s'appelle le Tel Aviv Generator et qui sont en quelque sorte des CTO, c'est-à-dire des programmeurs à la carte. C'est-à-dire vous arrivez avec un projet, une idée, et ils vous fournissent le service qui va avec. Ils développent le logiciel. Donc je me suis mis en contact avec eux. Ils ont été intéressés par mon projet. On a commencé à travailler ensemble fin janvier dernier. On a fait un contrat. Et ainsi est né un nouveau projet qui s'intitule aujourd'hui M4Life. Donc c'est le nom du projet, de la start-up. Ouais. Alors de quoi il s'agit? Comment ça marche? Alors c'est un projet de santé mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la santé numérique, vous avez 2 branches qui sont bien définies, qui ont même été définies par l'OMS. Vous avez la télémédecine, qui est un secteur très réglementé, parce que vous avez un devoir de service continu, j'allais dire 24 heures sur 24, parce que vous fournissez du diagnostic et de la thérapeutique. À distance. Et vous avez une autre branche qui est à côté et qui est la santé mobile. Et la santé mobile, ça va être toute une panoplie d'outils, ça peut être très varié, c'est une définition assez large, au service de la médecine. Mais c'est pas quelque chose qui va en soi, si on est en rupture, si l'outil est indisponible, vous pouvez toujours faire votre travail. Donc c'est moins contraignant sur le plan réglementaire. D'accord. Donc du coup, commençant à petite échelle, j'ai dit, je vais commencer par ça. Ouais. Et donc du coup, le projet, c'est de fournir un outil plutôt de santé mobile pour améliorer la santé. Et mon idée, c'était de faire quelque chose un outil assez polyvalent pour améliorer la communication et l'information
tant des patients que des professionnels de la santé. C'est-à-dire d'améliorer le contact entre le patient et les médecins par l'intermédiaire de smartphones, de tablettes, etc. Exactement. Et aussi améliorer le contact entre professionnels. Entre professionnels. Aussi entre Alors, professionnels. comment ça marche? Si moi, par exemple, je veux utiliser donc, cette innovation, ce logiciel, comment ça marche? Alors, il y a sur la plateforme M4Life, il y a 2 types de comptes. Il y a les comptes patients et il y a les comptes professionnels. D'accord. En tant que patient, si je vous reçois en consultation et qu'au cours de notre consultation, je suis amené à vous faire un dessin, à vous expliquer quelque chose sur une radio, une image. Le credo, c'est qu'une image est beaucoup plus parlante pour expliquer quelque chose au patient qu'un texte. Eh bien, je vais vous la partager. Quelque chose qu'on ne faisait pas forcément auparavant ou qu'on faisait, mais c'était compliqué. Il fallait envoyer un mail ou c'était pas pratique ou tout simplement on ne le faisait pas. Donc l'idée, c'est de mettre remettre cette image au centre de notre échange entre patients et professionnels de la santé et de la remettre au centre en prenant en compte les contraintes liées à la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore plus avec ce qu'on appelle la RGPD, qui est la nouvelle réglementation européenne liée à la protection des données personnelles, il y a beaucoup de règles à respecter et notamment, on ne devrait plus, et pourtant ça se fait, utiliser Facebook, WhatsApp ou même Gmail, tout ce genre d'outils pour communiquer à propos de la santé des patients. Et pourtant, on ne le dit pas, c'est en coulisses, mais on le fait au quotidien. Et donc, du coup, l'idée, c'est de proposer un outil dédié, sécurisé, qui permet d'échanger des informations essentiellement visuelles, donc des photos, des vidéos, tant entre patients et professionnels qu'entre professionnels. Donc ça va améliorer en quoi la vie du patient ou la vie des médecins entre eux? Alors, premièrement, c'est améliorer l'information. Il y a une idée, c'est que ça fait partie presque du serment d'Hippocrate. C'est quand vous informez un patient, il y a la notion de consentement éclairé à votre pratique, à ce que vous lui proposez en tant que thérapeutique. Consentement éclairé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit parfaitement informé, tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc l'idée, c'est de se mettre au service déjà de cette problématique. Ensuite, c'est via une prise en charge transversale, multidisciplinaire, c'est des concepts actuels, c'est encore une fois améliorer la communication, là cette fois plutôt entre professionnels de la santé, au service du patient. C'est-à-dire que par exemple, on peut prendre l'exemple qu'un médecin a une radio par exemple d'un patient, et il veut avoir l'avis d'un collègue parce qu'il y a une question qui ne s'est pas exactement réglée, que ce collègue se trouve à l'autre bout du monde, il pourrait donc a priori, grâce à cette plateforme, envoyer cette radio à son collègue. Alors, il pourra, tout à fait, mais c'est pas le but premier, parce que là, on rentre presque dans de la télémédecine, parce que du coup, si vous fournissez un service comme ça, vous avez une obligation de service. Il faut que le collègue à côté il soit disponible pour rendre. C'est le patient qui va être au centre du jeu. Dans cet outil, le patient est au centre du jeu. C'est-à-dire que moi, je vous vois en consultation, je vous transmets votre image, et quand vous allez retrouver votre médecin de famille ou votre infirmière qui va faire le pansement et qui s'intéresse de plus près à votre pathologie et qui n'a pas toutes les informations parce qu'il n'a pas accès à mon réseau hospitalier, à mon logiciel hospitalier, grâce à mon outil, le patient il va être le vecteur déjà d'une information qu'il n'y avait pas auparavant. Grâce donc à un téléphone, smartphone. Exactement, c'est-à-dire un document qui sera dans son dossier personnel sécurisé et qui va pouvoir transmettre au patient. C'est gagner du temps. C'est gagner du temps. C'est une meilleure qualité de service, bien entendu. C'est une meilleure qualité d'information. C'est plus éthique. Et alors, vous en êtes où avec cette start-up ? Alors, aujourd'hui, on a le prototype depuis 15 jours. Je m'en sers en consultation avec Relove depuis 15 jours. On a déjà rentré une 60aine de patients dans la base de données. À chaque fois, les patients, ils sont très enthousiastes parce que c'est quelque chose de nouveau. Avant, les patients, on leur proposait pas de repartir avec l'image de leur radio. D'habitude, elle est sur un disque ou elle reste sur le logiciel hospitalier. Donc, à chaque fois, les patients, ils sont très enthousiastes. Ensuite,
Au cours d'une consultation, des fois, on va aller sur Internet pour lui montrer tel appareillage ou telle information. Hop, on prend une photo, on fait une capture d'écran, on lui transmet immédiatement. Il repart avec cette information. Il ne l'avait pas spécialement avant, il fallait qu'il la garde en mémoire. Il y a des études qui ont montré qu'une heure après la sortie de la consultation, il y a 90... J'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a la majorité de l'information que vous lui avez transmise qui s'est évanouie dans la nature. Et il y a aussi une notion de transparence au final de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je vous reçois en consultation, vous êtes un cas particulier, compliqué, j'ai besoin de l'avis de mon chef de service ou d'un collègue. Je vais lui transmettre l'image sur son compte personnel dans l'application. Vous, en tant que patient, vous recevrez une notification que j'ai transmis cette image. Donc, et ça veut dire que il y a une plus grande transparence. Une plus grande transparence. Et vous comprendrez aussi en tant que patient que vous êtes pris en charge au sein d'une équipe, que c'est une prise en charge globale et vous sentirez peut-être plus impliqué aussi dans votre soin. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour développer encore plus cette application aujourd'hui, cette plateforme plus exactement ? Alors, qu'est-ce qui manque ? C'est un travail au jour le jour. Normalement, on va obtenir ce qu'on appelle le minimum viable product, le MVP, dans 2 mois et demi, c'est-à-dire la première application vraiment, avec la possibilité d'ouvrir autant de comptes patients et de comptes professionnels que désiré. Ça va former un réseau. Je suis déjà en contact avec la direction de Echilov qui s'intéresse plutôt de près au projet, qui m'ont proposé, je ne sais pas si ça, j'espère que ça marchera, mais qui m'ont proposé de faire alliance avec moi déjà. Donc Echilov s'y intéresse de près. D'accord. Voilà. Ensuite, cette année, je suis inscrit à un DU de santé connectée à Paris en même temps, à Bichat, où j'aurai peut-être l'opportunité de présenter le projet au mois d'octobre. Et à côté de ça, il y a des laboratoires aussi qui s'intéressent. Il y a tout le temps des challenges, surtout en Israël, où c'est très dynamique de ce point de vue-là. Et donc, du coup, pour aller chercher des fonds, bien sûr. On se demande d'où tu as le temps de faire tout ça ? On va dire que depuis que je suis arrivé, c'est un peu une première année de médecine, la première année de l'ALIA. Alors, je pose cette question, c'est un peu dirigé. Est-ce que tu as l'impression que si tu étais resté en France, que tu aurais pu faire tout ça, ou c'est parce que tu es en Israël qu'il y a une atmosphère, justement, où on peut justement faire un peu tout ce qu'on a envie de faire, qu'il y a énormément d'opportunités ? Clairement, j'étais en France pendant longtemps, à Paris, la capitale, et pourtant ça me paraissait beaucoup plus compliqué. Et je sais pas si c'est parce que vous êtes ici et qu'il y a quelque chose qui naît en vous, ou l'œuf ou la poule, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, clairement, en Israël, il y a plus d'opportunités que ce que j'en ai ressenti à Paris pour faire ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus petit ? Est-ce que c'est parce que c'est plus dynamique ? Ça, je suis pas là depuis assez longtemps et j'ai pas assez de recul encore pour pouvoir répondre précisément. Mais en tout cas, c'est certain que les choses se sont accélérées très vite et c'était pas prévu à mon planning du tout. Ce qui se passe aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était pas prévu. Mon objectif, c'était travailler à l'hôpital. Ils arrivent à toi et tu dis, allez, on y va. Exactement. Comme on dit en hébreu, Zormi Mzé. Tout à fait. Je suis rentré dans la danse presque par hasard. C'était pas, encore une fois, inscrit à mon planning. Ma priorité, c'était de retrouver ma profession, donc chirurgien orthopédique, de revoir des patients et de réopérer. Ça, entre guillemets, c'est fait aujourd'hui. Mais la start-up, c'est venu comme une cerise sur le gâteau. Et je le fais comme un jeu. Et même si ça ne va pas au bout, au final, j'aurais développé un outil, même pour ma pratique au quotidien, qui me rendra bien service parce que je vois les patients qui me remercient pour ça. Tu as le temps de profiter quand même de la vie de Tel Aviv avec tout ce que cette ville propose à ses jeunes habitants ? Bien sûr. Mais il faut garder les pieds sur terre. Elle propose trop de choses. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin, d'être venu ce matin. On va te souhaiter bonne chance, mais je pense que c'est bien parti en tout cas. Et puis n'hésite pas à nous tenir au courant du développement de ce que tu fais. C'était passionnant. En tout cas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci de votre attention. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain.